Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La carte scolaire de la rentrée 2025-2026 a été annoncée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait réagir. Entre suppression de postes et fermeture de classes, en quoi consiste cette nouvelle organisation et surtout pourquoi? On en parle dans la première partie de notre émission. Qu'est-il arrivé à César après la bataille d'Alésia? C'est la question qu'on posera aussi cette fois-ci à l'exposition du musée au parc d'Alésia. On en parle avec la médiatrice culturelle du musée. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buin fera la lumière sur le conclave, la réunion tant attendue afin d'élire un nouveau pape. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. À la une, les élèves de l'établissement Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, de retour en classe 4 jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et 3 blessés. Un élève de seconde qui a tué une de ses camarades, qui en a blessé 3 autres. Le suspect âgé de 15 ans est interné en psychiatrie. Il n'a toujours pas donné de mobile. Ce matin, la rentrée était donc échelonnée pour les élèves avec une cellule psychologique ouverte. Un retour en classe qui est compliqué, difficile, mais pour certains lycéens et leurs parents, cela a été nécessaire. Écoutez ces témoignages de parents recueillis par RMC. Moi, la rentrée, je suis plutôt rassurée. Puis j'ai proposé à ma fille, si elle veut pas aller au lycée, qu'elle a le droit de pas y aller. Elle m'a dit qu'elle voulait y aller. C'est important pour elle parce qu'elle a besoin tout de suite de retrouver ses repères. Elle a besoin aussi de parler. Elle sait qu'il y a une cellule psychologique qui serait éventuellement disponible pour elle. Donc, ils ont besoin d'être ensemble parce qu'elle commence déjà à sentir le décalage avec ceux qui n'ont pas vécu l'événement et ceux qui ont vécu l'événement. Je suis confiante. Ça va bien se passer. Ma fille a l'air sereine. On en a beaucoup discuté avec elle. Après, je pense qu'il va y avoir de l'appréhension à l'entrée de l'école. Ça va être une journée pleine d'émotions, je pense. Et justement, pour aider les élèves, chaque classe a pu profiter et bénéficier d'un temps d'échange avec les équipes pédagogiques, les psychologues qui sont également présents. Les chiffres ont été communiqués également vendredi par le ministère. 958 contrôles aléatoires des sacs dans les établissements scolaires qui ont permis de saisir 94 armes blanches. François Bayrou, de son côté, souhaite une intensification des contrôles mis en place et mis aux abords au sein des établissements scolaires pour éviter tout nouveau drame. À Lille, le tribunal administratif a rétabli le contrat d'association entre le lycée musulman Averroès et l'État. Et si le ministère de l'Éducation nationale dit prendre acte de cette décision, il étudie la possibilité de faire appel de cette dernière. Avant cela, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait suggéré, estimant que les faits sont graves et sont significatifs de l'entrisme islamiste. Alors même si la ligne est équivalente pour Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, il avait annoncé le gel des subventions tant que la voie des recours juridiques n'avait pas été épuisée. Il était justement ce matin sur RMC, il s'est expliqué. Moi, je ne fais pas l'amalgame entre les islamistes et les musulmans. Les familles qui sont dans cet établissement, les enfants qui sont là pour y recevoir une bonne éducation. Mais derrière, moi, je ne veux pas qu'il y ait d'influence. Et je ne veux pas qu'il y ait d'influence islamiste. Et je ne regrette pas. Ça serait à refaire, je le referai ce que j'ai fait. Ce que je souhaite, c'est que l'État fasse appel pour aller jusqu'au bout des voies de procédure. Et je l'ai indiqué. En ce qui me concerne, je ne reprendrai pas les versements tant que le droit n'aura pas été dit définitivement. Donc, je l'ai dit à Elisabeth Borne. Je l'ai dit aussi à Bruno Retailleau. Je souhaite que l'État puisse faire appel et que la justice puisse rendre définitivement son verdict. Au moins, les choses seront claires. Et si les choses sont en train de bouger au sein de ce lycée, et si effectivement il n'y a plus du tout d'influence, ça montre clairement que si c'était à refaire, je referais la même chose. Alors que reproche-t-on en fait à l'établissement? D'avoir tout simplement reçu de la part de la Fondation du Qatar en 2014 950 000 €, et puis en 2023 la Cour régionale des comptes avait reproché au lycée un manque de transparence sur ses donateurs et des irrégularités dans sa gouvernance. Elle pointe aussi la mention d'un recueil de textes religieux qui comprend des commentaires prônant la mort, la peine de mort par apostasie ou encore la ségrégation des sexes dans la bibliographie d'un cours éthique musulmane. Sur un tout autre sujet maintenant, les médecins, étudiants et internes sont dans la rue aujourd'hui. Et ils sont soutenus notamment par l'Ordre des médecins et puis SOS Médecins, un mouvement qui s'oppose à la proposition de loi Garot qui régule l'installation de ces derniers afin de lutter contre les déserts médicaux. Un texte qui prévoit qu'un médecin doit attendre le départ d'un autre pour s'installer dans une région où l'offre médicale est assez suffisante. Alors les étudiants sont tout simplement inquiets pour leur avenir et surtout pour leur liberté d'installation. C'est le cas de Lucas Poitvin. Il est étudiant en 5e année à Besançon, mais il est également le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Écoutez, c'est sur France Inter.
on fait peser sur les jeunes générations les mauvaises décisions politiques de ces 40 dernières années. On est confronté aujourd'hui en tant qu'étudiant en médecine à des conditions de stage et une question de santé mentale qui est dégradée. Lorsqu'on est interne, les heures de travail démesurées avec des conditions très difficiles. À l'issue de ce cursus, ce qu'il faut, c'est plutôt accompagner les jeunes médecins pour pouvoir s'installer sur les territoires plutôt que de leur rajouter une contrainte. Et par ailleurs, les annonces de François Bayrou, il y a quelques jours de cela, d'obliger notamment les médecins à 2 jours de consultation par mois dans une zone très en difficulté. Là aussi, ça n'a pas arrangé la situation des médecins qui sont donc dans la rue. Désormais, ces révélations, elles viennent de RMC. Le nombre d'enfants intoxiqués à la cocaïne a doublé en 3 ans. En 2020, moins de 20 cas signalés, tandis qu'en 2023, on était à plus de 40. Des données qui concernent uniquement les enfants de moins de 10 ans traités par les 736 poisons du pays. Les chiffres précis ne peuvent pour l'instant pas être publiés, mais une étude scientifique va bientôt les formaliser. Alors le professeur Nicolas Simon, qui est en charge d'un centre de poison dans la région PACA, pointe notamment la responsabilité des parents. Écoutez. Le gamin, il va se faire une ligne. C'est pas la faute, t'as pas de chance. Vous avez des sachets de coke et vous laissez ça à portée du gamin. Qui voit un petit sachet avec une poudre blanche à l'intérieur, c'est une intoxication par négligence. Ça pose un vrai problème de responsabilité parentale. Alors des parents qui provoquent donc de plus en plus de passages à l'hôpital. C'est le cas notamment du professeur Isabelle Claudel, est chef de service des urgences pédiatriques au CHU de Toulouse. Et elle dit reconnaître plus facilement les enfants concernés. Écoutez. C'est des enfants qui ont des symptômes neurologiques ou cardiovasculaires ou qui ont convulsé. On a de nombreux enfants qui sont hospitalisés, qui sont dans des états graves. Il y a des parents qui nient, ou alors c'était les copains la veille au soir qui eux en consomment mais pas les parents. Alors en 2023, l'Observatoire français des drogues avait constaté que plus d'1 million de personnes avaient consommé justement de la cocaïne, un chiffre qui était en forte progression par rapport aux années passées, notamment à 2022. Rappelons que les 138 poisons reçoivent environ 34 000 appels chaque année. Ils sont ouverts 24 heures sur 24 et même 7 jours sur 7. Et pour terminer, quand votre professeur d'allemand n'est autre qu'un député, et oui c'est bien réel, ça se passe dans un collège de Colmar. Et c'est l'info insolite pour terminer avec, et oui effectivement, cette professeure qui n'est pas comme les autres, faute de prof, eh bien ils sont privés de cours, ces élèves, et la députée Renaissance du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, eh bien, propose d'assurer cette semaine 2 heures de cours d'allemand à des élèves de 4e bilingues. Alors il faut savoir qu'elle a également été ministre déléguée à l'insertion auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion entre 2020 et 2022. Elle estime dans un message qu'elle a posté sur Facebook que le bilinguiste franco-allemand est une chance précieuse. Nous avons le devoir de le développer. Je dénonce cette pénurie depuis longtemps et malgré les grandes déclarations, la situation ne s'est toujours pas améliorée, ajoute-t-elle. Elle va donc sur le terrain pour aller enseigner aux élèves. Mais bravo, bravo ces députés. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. 5000 fermetures de classes annoncées, 470 suppressions de postes. La grogne autour de la nouvelle carte scolaire se fait sentir et pourtant, eh bien, entre baisse des effectifs et surtout chute démographique, le ministère prépare, ou en tout cas a préparé ses arguments. La nouvelle carte scolaire, on en parle tout de suite dans le Grand JT. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Gilles Langlois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national SE-UNSA. Alors, des décennies qu'on se plaint des classes surchargées, avec enfin une occasion trop belle, dirais-je, qui était trop belle, alléger le nombre d'élèves par classe. Eh bien non, le gouvernement insiste, préfère fermer 5000 structures en France. La colère est-elle grande, à la fois au niveau des syndicats, mais aussi, et j'imagine que vous avez l'écoute et l'oreille attentive des parents et personnels éducatifs, de toutes les familles qui sont autour de vous? Oui, alors, il y a 2 choses. Il faut distinguer peut-être ce qui s'est passé là sur le budget 2025 qui va avoir des conséquences à la rentrée prochaine. Et là, on va dire que d'un point de vue très global, la casse a été limitée, puisque initialement, on avait prévu la fermeture de 4000 postes d'enseignants et que le budget finalement qui a été voté ne les a pas supprimés. Oui, alors on va y revenir parce que là, il y a un rebondissement sur l'affaire. Oui. Et après, on a déjà la préparation d'un budget 2026 et un budget 2026 dont on comprend que l'éducation nationale, comme le reste, devrait faire encore l'objet de mesures de rigueur. Et les mesures de rigueur, ça veut dire très souvent des fermetures de postes. D'accord, donc alors parlons-en, puisque c'est la question que je vous posais en fait. On parle aujourd'hui à cause d'une baisse de la démographie, de fermeture de classes. Alors il y a le premier et le second degré, mais en tout cas, a priori, les prévisions font état de 3200 élèves qui seront en moins
selon le rectorat. Et donc, en gros, des fermetures de classes en pagaille, notamment et surtout dans les grandes villes, et Paris est le plus touché. Oui, alors Paris, c'est une situation particulière parce que ça devient de plus en plus difficile de se loger pour les familles. Et ça fait maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, où on est sur un effondrement de la démographie particulier à Paris. Et puis, on a au niveau national une diminution, on va dire, de la population scolaire qui est à venir. Par contre, ça ne veut pas dire que le choix du gouvernement est le bon. C'est-à-dire que on est dans un contexte qui devrait justement permettre de diminuer le nombre d'effectifs par classe, mais également de répondre à certaines problématiques. On le voit, tous les jours, nous avons un certain nombre d'enseignants qui ne peuvent pas être remplacés, parce que tout simplement, nous n'avons pas les moyens de mettre des personnels pour effectivement les remplacer. Donc il faut profiter de cette baisse démographique pour attaquer certains chantiers. On a besoin d'enseignants remplaçants, on a besoin de personnel spécialisé. Pour avoir des personnels spécialisés, il va falloir, notamment pour tous les enfants qui sont scolarisés en situation de handicap, qui sont scolarisés soit en milieu ordinaire, soit en établissement, on a besoin d'enseignants spécialisés. Ce sont des enseignants qu'il faut former. Donc il faut les prendre sur les enseignants qui existent et leur apporter une formation particulière. Là aussi, c'est un grand sujet, un grand défi qui va demander des moyens supplémentaires. Et à ce moment-là, il faut profiter d'avoir une baisse de la démographie pour pouvoir former des professeurs. De la même façon, on le redit systématiquement, nous avons un problème de formation continue. C'est-à-dire que c'est dans l'éducation nationale où les gens vont partir le moins en formation. Pourquoi ils partent le moins ? Parce qu'à chaque fois qu'ils vont partir, et en particulier dans le premier degré, il va falloir pouvoir les remplacer. J'ai compris que vous préfériez parler de la suppression de postes et fermeture de classe après, que vous voulez aller sur tous les sujets. J'aimerais bien qu'on les détaille parce que sinon c'est incompréhensible pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc je reprends. Suppression de postes précisément. Le gouvernement était revenu sur la suppression des 4000 postes et vous l'avez dit en disant finalement on annule cette mesure. Bon, tout le monde s'est dit... On est rassuré. A priori, on garde les enseignants restants puisqu'on manque de profs et c'est ce qu'on dit depuis des années. D'accord ? C'est la vraie problématique. Or là, on fait un retour en arrière et manifestement, le gouvernement dit non, suppression de 470 postes a priori et 110 uniquement à Paris. Comment expliquer cette mesure ? Alors, la suppression des 4000 postes, ça c'est le budget de 2025. Les 470 postes... qui vont être supprimés, et la question à Paris en particulier, on a une démographie particulièrement difficile, ce que je vous disais en fait à Paris. Donc le retour sur les 470 postes, il s'inclut dans l'enveloppe globale des 4000, il n'y a pas de nouvelle enveloppe en fait qui a été retouchée par rapport à ça. L'équivalent entre les créations qui étaient nécessaires et dans le second degré, et les ouvertures nécessaires dans le second degré, et pour pouvoir les équilibrer, puisqu'en fait en supprimant les 4000, on revenait à la situation initiale, c'est-à-dire qu'on restait à zéro. Et pour avoir cette balance, il fallait compenser les créations qui étaient nécessaires dans le second degré en supprimant dans le premier degré. Donc il n'y a pas eu de modification depuis le mois de février par rapport à ça. Donc ces 470 postes supprimés dans le premier degré, on le sait depuis le mois de février. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est simplement la balance entre les deux. En fait, il faut réfléchir à ça comme une enveloppe d'emploi qui est fermée au niveau des enseignants. D'accord, donc on continue toujours de manquer de profs, si je comprends bien. On continue toujours. Et, donc, en fait, on ne résout pas le problème. C'est même plus grave, parce que là, ce sont des postes qui sont sur un point de vue budgétaire. Mais quand vous avez des postes budgétaires, il faut encore pouvoir mettre des gens sur ces postes. Or, on sait que même lorsque vous avez une enveloppe d'un nombre de postes disponibles, eh bien, vous avez en plus de ça une difficulté à pouvoir les remplir en mettant des adultes sur ces postes. Et c'est le problème d'attractivité qu'on va retrouver tous les ans au concours et cette année encore. Les fermetures de classes aussi, on le disait, hein, on espérait justement que les classes soient moins surchargées. La moyenne globale, je crois, en Europe est de 19 élèves par classe, on est à 22, il me semble, en France. Mais même 22, j'allais dire, à part dans les classes spécialisées ou dans les petits territoires, petits villages, etc. Moi, dans les grandes villes, je ne connais aucun lycée qui a 22 élèves par classe. Tout à fait. Alors, il faut différencier la situation, on va dire, en fonction des territoires. C'est-à-dire que derrière un chiffre comme ça, une moyenne globale, alors c'est sûr qu'en France, on est très en retard, y compris par rapport à l'OCDE, où on est sur une moyenne de 19. Donc on a un retard conséquent.
On a réduit ces dernières années, on va dire, la moyenne globale, mais ce chiffre, il écrase des réalités très différentes. On va bien voir que, par exemple, au lycée général et technologique, les classes sont beaucoup plus chargées. On a beaucoup plus des classes qui sont au-delà de 30 élèves, bien fréquemment. Et après, lorsque vous avez, par exemple, dans des communes, on va dire sur le territoire, dans les territoires les plus ruraux, très éloignés, vous avez parfois simplement 2 classes avec toute la population scolaire. À ce moment-là, vous avez des effectifs qui vont être en deçà de ce seuil de 22. Donc en fait, derrière un chiffre qui crase une réalité, il y a des choses extrêmement différentes et des besoins. On n'a pas les mêmes besoins sur une classe ordinaire, par exemple en centre-ville, que dans une classe en éducation prioritaire avec un très grand nombre d'enfants en difficulté, ou alors dans une structure comme en Ulysse, où vous avez besoin d'être avec un petit nombre parce qu'il y a énormément de besoins à remplir. Donc il y a 2 choses à voir. C'est que premièrement, ces chiffres statistiques qui vont cacher une réalité extrêmement différente et des besoins différents, y compris d'ailleurs en termes d'effectifs. Et de l'autre côté, il faut bien voir que nous avons toujours un retard important par rapport aux pays les plus avancés au niveau de l'Union européenne. On avait un modèle du système éducatif qui fonctionnait bien, il fonctionne de moins en moins bien et il est très très en difficulté sur un certain nombre de territoires. Oui, alors les territoires, on pense effectivement en l'occurrence à la ruralité. Quand vous faisiez état de classes qui ferment par exemple sur 50, ça pose déjà un problème, mais effectivement quand il y a 6 ou 7 classes sur une école, et c'est ce qui est très souvent le cas, c'est vraiment un monde qui s'effondre, voire même une école qui peut fermer. Oui, alors il faut regarder ça de façon très précise en fait. Il y a un gros problème dans l'éducation nationale, c'est qu'on fait ça tous les ans avec le budget et qu'on ne regarde pas ce qu'il faut faire. On sait que par exemple, lorsque vous avez une école où il n'y a plus qu'une classe et vous avez un enseignant qui est tout seul dans son village avec tous les niveaux, on peut s'interroger sur l'intérêt pédagogique, même si c'est la proximité. Donc il y a parfois des choses à reconstruire avec des petites communes aux alentours. Donc, il y a des choses qui doivent parfois se penser. Et pour le penser, il ne faut pas travailler sur le rythme annuel du budget. Il faudrait qu'on ait les moyens de travailler un peu dans la durée pour voir un peu l'évolution, si des aménagements sont à faire, qui soient à la fois dans l'intérêt des élèves, dans l'intérêt des mairies, dans certaines mairies, parce que voir disparaître du jour au lendemain son école, ça peut être compliqué, mais on peut créer des regroupements avec plusieurs territoires. Donc parfois, en fonction des territoires, c'est très différent. C'est différent, mais il faut aussi se projeter, parce qu'on est souvent capable de le faire, mais on n'a pas forcément le courage politique de le faire et le moyen. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se projeter sur plusieurs années. Où est-ce qu'on va avoir des baisses importantes et qu'est-ce qu'il est important de prioriser au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'il y a derrière les évolutions des effectifs, il y a des choses à préparer. Il faut les préparer dans le temps. Et c'est pas forcément, ça peut être des ouvertures, ça peut être une réorganisation. On parle beaucoup, par exemple, des problèmes de mixité sociale et scolaire. Oui. Par exemple, quand vous avez, à un moment donné, des établissements qui vont perdre un certain nombre. On le voit, par exemple, vous preniez l'exemple de Paris, dans le centre-ville de Paris, on a effectivement beaucoup de baisse d'effectifs. Pourquoi ne pas profiter à certains moments, plutôt que de fermer des écoles dans le centre-ville, pour repenser à comment est-ce qu'on organise et on crée de la mixité sociale pour avoir une école qui va réussir plus. Enfin, il y a énormément de sujets, mais il faut du temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner simplement avec un budget, alors qui, comme cette année, va tomber, on va dire, au mois de février, en gros, et vous avez, pour la préparation de la rentrée, à peine 2 mois pour que les enseignants puissent ensuite éventuellement participer à un mouvement pour changer de Ça, c'est le temps politique et on le sait, avec ce qui s'est passé et la dissolution. Si on prend, par exemple, la Moselle, département qui perdrait 30 postes d'enseignants, 83 fermetures de classes contre 18 ouvertures. Pour ceux qui nous regardent, et même pour moi, j'avoue, j'ai une sorte d'incompréhension. Pourquoi on ferme, pourquoi on ouvre, qu'est-ce qu'on ferme à la place d'ouverture et d'ouvre... Alors, c'est-à-dire que ça fonctionne avec une grosse enveloppe, je vous disais, qui arrive nationalement. Puis après, au niveau, par exemple, de la Moselle, à un moment donné, elle va se répercuter au niveau des académies, puis au niveau des territoires et des départements. Et après, il y a un certain nombre de choix. Parce que quand vous avez une baisse globale d'effectifs sur un territoire, vous pouvez avoir des territoires avec des communes où la population va augmenter. Et donc, vous avez besoin de créer des classes. Et puis, vous avez d'autres communes où vous allez perdre beaucoup d'élèves. Donc, il y a aussi des histoires d'ajustement à la réalité de la population. Parce que si dans un territoire, vous avez doublé la population, c'est pas parce que tout le département aura perdu un certain nombre d'élèves que vous n'allez pas devoir répondre au fait que ici, il y a un besoin particulier de création de places.
Certes, réorganisé, mais 83 fermetures de classe, c'est énorme pour un département, par exemple. Après, vous avez d'autres problèmes sur la situation de la Moselle qui doivent être pris en compte. Par exemple, vous avez le manque de remplaçants. Lorsque vous n'avez pas de remplaçants au quotidien, vous avez les familles qui vont venir vous dire, et à juste titre, mais il n'y a personne pour remplacer mon enfant. Donc, dans certains cas, on a aussi dans cette enveloppe créé un certain nombre de postes de remplaçants. On peut avoir besoin de créer davantage on va dire, de dispositifs pour accueillir les enfants en situation de handicap qui vont, on va dire, consommer beaucoup plus de postes, par exemple. Donc c'est en fait cette espèce de Tetris avec tous ces éléments-là où les services académiques vont devoir faire des choix. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir, même si vous avez moins 30 postes qui disparaissent, concrètement une fermeture de 83 postes et un nombre d'ouvertures qui ne correspondent pas on va dire, au delta qu'on avait au départ. Au delta. Est-ce que cette raison aussi, enfin cette mesure est prise, est justifiée à cause de la baisse des candidats au concours de l'enseignement? Alors, normalement, non. C'est-à-dire que la baisse, on va dire, des candidats au concours, elle vient dans un second temps pour mettre des gens sur les postes. Mais on recrute, par exemple, et on peut recruter, ou normalement les rectorats vont autoriser à pouvoir recruter des contractuels, là où vous n'avez pas des gens qui sont arrivés par le concours. Mais même lorsqu'on veut recruter des contractuels, il peut se faire qu'à certains endroits, eh bien, on ne trouve plus personne pour venir occuper les missions, exercer les fonctions enseignantes. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut avoir un nombre d'emplois, alors je peux vous dire un chiffre, par exemple 1000 dans le département, et que finalement, vous n'avez réussi, même en recourant au contractuel, à n'obtenir, par exemple, que 900 personnes. Et bien, à ce moment-là, il y a 100 postes. Ces 100 postes-là, vous allez les prendre, par exemple, mettre des remplaçants qui vont plus pouvoir aller faire leur mission de remplacement par la suite. Se pose donc la question de la formation, et vous l'avez dit dès le départ, la formation justement, notamment de ces contractuels, mais effectivement des enseignants dans leur ensemble. Il y a la formation continue, puis la formation effectivement sur le... Initial, voilà. Ces formations par rapport aux contractuels, est-ce qu'on peut espérer qu'elles soient peut-être un peu plus longue, plus dense? Est-ce qu'on peut imaginer que les contractuels soient finalement très bien formés malgré tout en 4 jours? Enfin, quel est votre avis sur la question? Il faut être sérieux, c'est pas de la formation. On fait une information quand on a les personnels 4 jours. Par contre, on a un véritable, effectivement, enjeu initial de pouvoir attirer vers les concours. Attirer vers les concours, donc il y a une réforme qui est en préparation et qui doit permettre de pouvoir recruter et rémunérer surtout des jeunes beaucoup plus tôt. Ce qui va avoir notamment l'intérêt de pouvoir donner à des jeunes qui n'auraient pas forcément les possibilités financières de pouvoir faire des études pendant 5 ans, de pouvoir être rémunérés au bout de 3 ans d'études. Donc là, c'est une première chose pour essayer, on va dire, d'élargir le vivier des gens qui peuvent devenir enseignants, ceux qui ont la vocation, qui ont envie de devenir enseignants. Après, sur la question des contractuels et de la formation continue, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de personnel pour remplacer les enseignants quand ils partent en formation. Donc ils ne partent pas en formation, ou de façon, on va dire, anecdotique. Donc on a un autre enjeu qui est d'utiliser ce qu'on constate, la baisse démographique, pour créer des postes de gens qui vont être en mission de remplacer certains enseignants, notamment des jeunes contractuels ou alors des jeunes titulaires, pour qu'ils partent à ce moment-là en formation. Mais après, l'intérêt, c'est aussi que les contractuels ils puissent largement avoir des facilités pour accéder en fait aux fonctions d'enseignants titulaires. Et il y a des possibilités d'avoir des concours internes ou des concours, on a eu ça à certains moments, les concours, ce qu'on appelait les concours sauvadés, qui permettaient des plans de titularisation en fait des contractuels. Dernier petit point, la question des décharges des directeurs d'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait, parce que depuis 82, a priori, les directeurs d'école, dès lors que l'établissement comportait 5 classes, c'est ça, étaient déchargés de l'enseignement. C'est bien ça? Alors ça, c'est pas vrai partout en France. Ah. Il y a une situation parisienne qui est un peu différente. Donc ça dépend si vous voulez qu'on parle du cas français en général. En fait, on a une difficulté, et c'est un long combat qui progresse à certains moments, et ça fait longtemps qu'il n'a pas progressé, pour obtenir un meilleur régime de décharge, c'est-à-dire que les directeurs aient plus de temps pour pouvoir assumer leur mission de directeur. Actuellement, même dans des petites écoles, on peut avoir sur le territoire des gens qui devraient même être remplacés, et parce qu'on n'a pas de remplaçants, ils ne peuvent même pas avoir du tout de décharge.
à Paris et dans quelques grandes villes, mais c'est surtout à Paris. Et ça, c'est lié à l'histoire de Paris très ancienne du temps du département de la Seine. Donc, on va pas refaire l'histoire aujourd'hui, mais qu'avait un régime plus avantageux. Et la Cour des comptes a fait un rapport disant que c'était pas normal. Je pense qu'il aurait plutôt fallu prendre le modèle de Paris, qui permettait d'avoir des directeurs pleinement disponibles pour leur mission à partir de 5 classes et qui pouvaient être à l'écoute des parents, plutôt en tenir compte plutôt que de vouloir le remettre en cause. Donc là, on est arrivé à un espèce de statu quo pour l'instant, pendant un moment, entre la mairie de Paris et le ministère de l'Éducation nationale, mais cette affaire est pour l'instant en point de suspension sur l'avenir. On voit si on l'établit à 13 classes comme le reste de la France. Ok, j'entends. Merci beaucoup Gilles Langlois d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes secrétaire national SE UNSA. Merci beaucoup. On marque une courte pause dans le Grand JT et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Maude Goldscheder. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiatrice culturelle au Muséoparc Alésia, un musée qui se trouve entre Dijon et Auxerre, qui est formidable, 84 000 visiteurs, 15 000 scolaires qui sont déjà venus. Ça marche formidablement bien. Et cette fois-ci, eh bien, le Muséoparc Alésia a décidé, comme vous le savez, chère Maude, d'inviter César Alésia. Et cette fois, non pas pour revenir sur la fameuse victoire, peut-être celle qu'on connaît le plus face à Vercingétorix, mais pour éclairer le public sur le après-Alésia. C'est vrai que le après-Alésia, comme le titre l'indique, tous les chemins mènent à Rome, c'est là où César finalement, j'allais dire, construit son destin. Oui, tout à fait. C'est le moment où en fait il va essayer de prendre le pouvoir. C'est quelqu'un de très ambitieux et donc il va pendant c'est environ 5 années suivant la bataille d'Alésia, il va être à l'affût du pouvoir. Il va connaître une grande ascension jusqu'à la fin de sa vie. Et oui, jusqu'à la fin de sa vie. Quels sont les événements marquants justement après cette bataille d'Alésia ? Alors, tout de suite après la bataille d'Alésia, le moment le plus marquant, c'est quand il va franchir le Rubicon. C'est la fameuse phrase « Alea iacta est », les dés en sont jetés. Et en fait, c'est un moment clé dans l'histoire romaine, puisqu'en fait, il va déclencher une guerre civile. Le fait qu'il franchisse ce Rubicon, qui est un fleuve à l'époque qui sépare en fait le territoire de Rome et une province romaine en Gaule, eh bien, le fait qu'il le franchisse avec son armée fait qu'il défie le Sénat et qui va lancer une guerre notamment contre son grand ennemi qui s'appelle Pompée et qui est d'un parti politique opposé. Et donc ça va lancer une grande guerre. Il va après plusieurs années être à la poursuite de Pompée, de ses partisans. Donc ça fait partie de ces grands événements et notamment dans cette conquête du pouvoir et de cette bataille avec Pompée, il va notamment se rendre à Alexandrie où il va rencontrer Cléopâtre. Ça, c'est aussi un des grands moments clés de cette ascension du pouvoir où il rencontre Cléopâtre et ils vont tomber amoureux. Tous les deux, ils tomberont amoureux et il va ensuite la mettre sur le trône d'Égypte. Donc ça fait partie effectivement de ces moments. Et puis un autre moment important, c'est une petite phrase aussi que tout le monde connaît de César qui est Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, qui en fait est une bataille qu'il va mener et qui va gagner en 4 heures seulement, d'où cette expression. Cette bataille va se passer en Turquie actuelle, dans une région qu'on appelle le Pont, à l'époque romaine, et il va battre un roi du Pont de cette région parce que justement il attaque le territoire romain. Donc voilà, ça fait partie de ces grands moments. Et puis ensuite, le moment que tout le monde connaît très souvent, c'est le moment de son assassinat en 44 avant Jésus-Christ. Alors tous ces événements effectivement très marquants qui le propulsent, c'est le conquérant que l'on connaît, César le conquérant. Vous les mettez en lumière comment, de quelle manière? On a vu à l'image évidemment des tableaux sublimes, il y a aussi des objets, précisément des sculptures. Que proposez-vous au public?
Oui, alors c'est une exposition qui est destinée bien sûr à nos publics qui sont surtout des familles principalement, des enfants, des adultes. Et donc dans cette exposition, on trouve effectivement beaucoup d'œuvres, des œuvres qui nous sont prêtées de plusieurs musées prestigieux dans toute la France. On a même une œuvre qui nous vient d'Italie. Et puis ces œuvres, eh bien, elles sont associées à du numérique. On retrouve énormément de dispositifs numériques dans cette exposition qui permettent aussi de bien expliquer tous les événements autour de César, parce que c'est une période qui est quand même assez compliquée à comprendre. Et puis on va trouver aussi pour les enfants un parcours dédié. On a reproduit avec des Playmobil des petites scènes de la vie de César. Donc les visiteurs les plus jeunes, mais aussi les adultes finalement, découvrent toute la vie de César avec 10 petites scènes Playmobil. Vous avez voilà par exemple l'assassinat, bien sûr, mais on part de la naissance et on va jusqu'à l'assassinat et on découvre notamment un petit épisode qui n'est pas très connu du grand public. C'est le moment où César, dans sa jeunesse, se fait capturer par des pirates. Et il va rester plusieurs jours, pratiquement plus d'1 mois en captivité. Donc voilà, on apprend comme ça des petits passages clés de sa vie. C'est cette scène dont vous parlez justement, c'est ce qui a, on imagine, déterminé le parcours, le destin de César. Oui, effectivement, parce que César, c'est une grande personnalité. En fait, c'est quelqu'un d'ambitieux. Il va suivre une grande éducation. Le moment en fait où il se fait capturer, c'est un moment où il part en Grèce pour aller se faire former dans l'art oratoire. Il veut être un grand homme politique. À ce moment-là, il veut maîtriser les discours politiques. Et lorsqu'il se fait capturer, les pirates proposent une rançon et il va aller jusqu'à dire que cette rançon n'est pas assez importante, que lui est un personnage très important et qu'il mérite une plus grande rançon. Donc ça montre aussi un certain trait de caractère de César. Oui, c'est ce qu'on découvre aussi à travers effectivement cette exposition. Bien entendu, les faits historiques, toutes les grandes batailles que vous venez de citer, les moments clés de l'histoire, mais aussi surtout la figure, les multiples facettes finalement de Jules César. Et l'on parle bien sûr du conquérant, encore une fois, mais du stratège politique. C'est une autre perception bien sûr de l'histoire, avec même l'idée d'un dictateur finalement qui revient. Oui, effectivement, l'exposition revient sur ce passage, ce moment où il va devenir dictateur, et on voit sa grande ambition puisqu'il va réussir. Alors, faut rappeler qu'on est quand même en République chez les Romains à ce moment-là. La dictature, c'est quelque chose d'exceptionnel, et lui, il va réussir par des manœuvres politiques à petit devenir dictateur à vie. Donc, il va prendre le pouvoir. Il va même faire frapper des monnaies de son visage avec la fameuse couronne de laurier, chose qu'aucun Romain n'avait fait de son vivant avant lui. Donc, ça montre vraiment un personnage manipulateur aussi, qui fait tout pour le pouvoir, mais aussi un personnage qui est très proche du peuple. Il fait partie du parti politique des populares, c'est-à-dire ceux qui sont favorables au peuple. Et en fait, pendant sa prise de pouvoir, il va mettre en place plein de réformes pour le peuple. Il va donner de l'argent réellement au peuple, faire des cadeaux, offrir des spectacles, des grands spectacles de gladiateurs. Il va offrir des grands spectacles aussi de ce qu'on appelle la nomachie, c'est-à-dire des combats, on reconstitue des batailles navales. Donc il va carrément dans Rome faire creuser un bassin. C'est avant que le Colisée existe, hein, ce grand édifice de spectacle. Lui, il fait creuser un grand bassin dans Rome et il fait venir de l'eau, des bateaux, et il reconstitue des grandes batailles pour le peuple. Donc il faut vraiment imaginer que de son vivant, c'est quelqu'un qui est très populaire. Malheureusement pour lui, les sénateurs redoutent sa prise de pouvoir et se rendent bien compte que le fait qu'il ait de plus en plus de pouvoir, ça représente un danger pour la République romaine, et c'est ce qui va mener à son assassinat. À son assassinat, oui, et d'ailleurs mené par Brutus, qu'il croyait, dont on dit qu'il était pour lui comme un fils adoptif. Donc il est vraiment, c'est une des facettes de César, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement le conquérant, le dictateur, et puis aussi cette perception, cette idée de la trahison qui est très forte et qu'on peut étudier avec tous ceux qui parcourent cette exposition.
Oui, effectivement, le moment de la trahison, du complot est un point fort de cette visite où on peut voir un grand tableau qui nous vient de Bologne qui représente la mort de César d'après le peintre Camuccini, un peintre italien. Et c'est un fameux tableau qu'on voit très souvent dans les manuels scolaires. Et on a un dispositif numérique qui revient sur tout cet enchaînement d'événements qui va mener à son assassinat. Donc on voit effectivement le complot mené par différents sénateurs, par Brutus qui était en fait le fils d'une des maîtresses de César, donc un de ses proches et qui le trahit. Et on sait aussi que la nuit avant l'assassinat, il dort très mal, il a son médecin qui le déconseille d'aller au Sénat parce que c'est là où il doit se rendre, il n'est pas censé être armé et pas avoir de garde, et c'est le moment bien sûr que choisissent les comploteurs pour l'assassiner. Sa femme aussi lui essaye de le retenir, qu'il n'y aille pas, il va finalement y aller. Sur le chemin, en fait, quelqu'un lui donne un petit mot avec la liste des comploteurs et le fait qu'il risque sa vie aujourd'hui en allant au Sénat. Ce mot, malheureusement, il ne va pas le lire, il va le garder froissé dans sa main. Quand on va le découvrir mort, on découvrira aussi le petit mot. Donc il y a tout un enchaînement comme ça d'événements qu'on peut découvrir dans l'exposition de manière très pédagogique, avec un dispositif très clair et puis avec les tableaux et qui est un moment particulièrement intéressant et marquant de sa vie. Voilà, un dispositif effectivement dont on a compris qu'il était dynamique, numérique, avec aussi beaucoup d'objets que vous proposez qui viennent de nombreux musées du monde entier, mais aussi ce forum, cet espace interactif que vous avez mis en place pour pouvoir justement peut-être reparler de tout ce que l'on a vu grâce à une tablette, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. En fait, à la fin du parcours, on a choisi de mettre en place un espace qu'on a appelé le forum pour que les visiteurs en fait reviennent un petit peu sur tout le parcours. Alors, ils vont trouver des informations sur le et après César en fait, parce que César meurt, mais en fait César lègue énormément de choses aux Romains. C'est en quelque sorte un peu lui qui va mettre en place l'empire chez les Romains. Il n'a jamais été empereur, mais finalement, il a mis en place tout pour que puisse naître un empereur, et ce sera l'empereur Auguste. Et puis on a effectivement une tablette qui revient sur plein de dessins, de gravures qu'on avait utilisées en fait pour travailler sur l'exposition, mais qu'on n'a pas exposé parce que c'est des gravures qui sont trop fragiles, qu'on ne pourrait pas exposer plus de quelques mois. Et donc là, les visiteurs peuvent les consulter sur une tablette et revenir sur tout le parcours de César. Et puis, les familles trouvent aussi une table avec plusieurs outils, jeux de médiation. Ils vont pouvoir consulter des livres, des bandes dessinées d'Astérix, forcément. Quand on parle de César, aujourd'hui, ça nous évoque Astérix. Mais aussi, ils vont pouvoir faire un puzzle, faire un petit quiz, un jeu de puissance 4, en fait, César contre Pompée. Donc, des petits outils qui permettent aux petits comme aux grands de revoir un petit peu tout le parcours de l'exposition et passer un bon moment. Merci beaucoup Maud Goldscheder d'avoir participé au Grand JT, donc le Muséoparc Alésia qui est entre Dijon et Auxerre, à 2h30 à peu près de Paris, à 50 minutes de Dijon. On peut y retrouver cette exposition géniale à découvrir en famille, à la fois pour les enfants, mais aussi pour tous ceux qui sont férus d'art, passionnés et qui peuvent encore d'histoire, mais d'art aussi, remarque, et qui peuvent redécouvrir Jules César autrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Direction maintenant la cité du Vatican, le plus petit pays du monde, seulement 44 hectares, devient tout d'un coup le centre du monde avec cette question: qui pour remplacer le pape François? Georges Bergoglio, plus connu sous le nom de François. Justement, c'est le nom qu'il avait pris il y a 12 ans au début de son pontificat. François, affaibli à la suite d'une sévère pneumonie qui a succombé donc lundi de Pâques à un AVC. Il avait 88 ans et il restera toutefois le premier pape sud-américain de l'histoire
soir. Alors ces funérailles se sont tenues samedi dernier en grande pompe, plus de 250 000 fidèles sur la place Saint-Pierre, 400 000 en comptant toutes celles et ceux qui étaient aussi réunis dans la rue et qui ont suivi par la suite le cortège, la papamobile avec le cercueil du pape François qui a été enterré comme 7 papes avant lui lors d'une cérémonie qui était privée dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, une église qui est dédiée à la Vierge où il se rendait pour prier avant et après chaque voyage à l'étranger. Alors, on s'est posé une question, dans quel état est aujourd'hui l'Église? Après tous les scandales, comment va l'Église? Écoutez la réponse de Monseigneur Jean-Paul Vesco, il est cardinal, il est archevêque à Alger. C'est au micro de RTL hier. Moi, je crois qu'elle est en bon état. Voilà, je crois que ce pape François était un pape réformateur. Il a bousculé beaucoup de codes. Il a fait évoluer le rapport de l'Église au monde avec beaucoup plus de simplicité en allant justement, comme il a dit, aux périphéries. En tout cas, les petits ont eu toujours sa priorité, les prisonniers. Moi, je crois qu'elle est dans un bon état intérieur. En tout cas, évidemment, je crois qu'il faut maintenant continuer ce qu'il a engagé. Alors, on notera aussi que pendant ces funérailles, de nombreux chefs d'État étaient présents. C'était le cas notamment pour l'Italie de Giorgia Meloni, du roi Felipe VI et de la reine Laetitia d'Espagne, le prince William Alberto de Monaco ou encore son épouse. Et puis l'image du week-end, celle qui va rester là aussi, c'est la rencontre entre le président américain Donald Trump et puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avec sur la table bien sûr la guerre en Ukraine et un possible accord. En toile de fond, la présence aussi d'Emmanuel Macron ou encore du Premier ministre britannique. Voilà pour l'aspect politique. Oui, c'est vrai que cette image de Trump et Zelensky, tous les deux sur cette dans la basilique. Oui, dans la basilique, ces deux petites chaises, c'était assez impressionnant. Nous l'avons appris aujourd'hui, donc le conclave se tiendra le 7 mai prochain. Comment ça va s'organiser, Guillaume? Eh bien, sachez déjà que la chapelle Sixtine, elle est fermée, et ce depuis ce matin, pour permettre les préparatifs de ce conclave. Justement, les cardinaux se sont réunis pour discuter de la date du début de conclave, c'était ce matin, mais aussi pour se rencontrer. Ils souhaitaient aller vite. C'est le message qui a été justement envoyé. Ça a été le cas. Rendez-vous mercredi prochain pour le début du conclave. Le cardinal Vesco a participé justement à ces échanges. Écoutez. L'Esprit Saint est là et travaille. Donc mon stress, ça sera de me dire je n'aurais pas été suffisamment attentif à ce qui me sera demandé de vivre. On le vit un peu comme on va vivre une retraite. On a là devant nous toute une semaine encore de ce qu'on appelle les congrégations, c'est-à-dire d'échanges très libres entre cardinaux, électeurs et non-électeurs. Donc on a encore toute cette semaine pour se connaître, pour comprendre, pour échanger sur l'Église, voir les personnalités qui émergent. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore dans le conclave. Alors des échanges qui sont fermés, personne ne pourra savoir ce qu'il se dit ou ce qu'il se passe avant le début du conclave. Comment cela va se dérouler? Écoutez les explications de Constance Colonna-Cezzari, elle est spécialiste du Vatican. Elle était au micro de France Inter cette semaine. Il y a 252 hommes, mais tous les jours, certains perdent leur droit de vote puisqu'ils avancent en âge et il ne faut pas avoir 80 ans. Il y en a 135 actuellement qui sont en âge de rentrer dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire quand aura démarré le rite du conclave, par une grande procession, une messe, ils vont rentrer. On va leur dire de lâcher les portables à l'entrée. C'est un secret absolu. Ils doivent faire le serment, évidemment, de ne pas parler, de ne rien divulguer. Et donc, il y a des brouillages qui sont des cages de Faraday pour éviter les micros. Et donc, ils s'enferment dans cette chapelle Sixtine, conclave, ça veut dire à clé. Et là, jusqu'à ce qu'un pape sorte des urnes, il faut une majorité à 2/3 de voix. Donc, c'est-à-dire pour 135 comme actuellement, il faudrait 90 bulletins en faveur d'un candidat. Alors au moment du vote, en fait, eh bien, tous ces cardinaux vont élire un homme et non pas un programme. C'est pourquoi on ne parle d'ailleurs pas de candidat. Écoutez une nouvelle fois le cardinal Vesco. On ne va pas choisir un programme. À la fin, on choisit un homme. C'est une rencontre. À la fin, des personnalités vont émerger. C'est une charge qui est extrêmement lourde, qui suppose une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle, une dimension politique, une dimension d'homme, un charisme particulier. Donc, à la fin, c'est cet homme-là. D'une certaine manière, vous savez, quand François a été élu, tous les cardinaux avaient été nommés par Benoît XVI ou par Jean-Paul II, et c'est un homme très différent qui a été élu. Ça peut être le cas cette fois-ci. Je crois qu'il y a des réformes où il y a un esprit dans l'Église insufflé par François sur lequel il ne sera pas possible de revenir. Ce qu'on appelle la synodalité, c'est-à-dire la participation de tout le monde à la vie de l'Église. On ne pourra pas revenir en arrière.
Ne pas revenir en arrière, nous verrons cela donc mercredi prochain. Alors chaque jour, il y aura 2 sessions de vote, une le matin, une autre l'après-midi, avec 2 tours de scrutin pour chaque session, donc 4 tours en tout. Le dépouillement va se faire à voix haute, vérifié, et puis ensuite les bulletins seront brûlés dans la cheminée de la chapelle qui donne justement sur la place Saint-Pierre. Et puis là, il y a 2 choix, 2 solutions. Soit la fumée est blanche, il y a donc un nouveau pape, sinon la fumée est noire, et donc il y a de nouveau un scrutin. Lorsque le pape est d'ailleurs élu, le doyen, le premier cardinal également, demande aux concernés s'il accepte. Cela peut arriver que certains n'acceptent pas, mais ça n'est jamais arrivé toutefois, mais sait-on jamais. Qu'il accepte d'être le souverain pontife. En cas d'accord, il doit choisir son nom de chef d'État du Vatican. François donc avait choisi ainsi. Cela fait donc que les cardinaux vont rendre hommage à ce pape, et puis au balcon on aura le fameux Habemus Papam pour dire nous avons trouvé un pape, et ensuite ce nouveau pape va donc prononcer la bénédiction Urbi et Orbi. Et puis parfois l'actualité rime effectivement avec cinéma. Depuis l'annonce du décès du pape François, le film Conclave connaît un retour en grâce. Et vous pouvez le faire à nouveau pour tout comprendre justement de ce qui se passe dans cette basilique. C'est un film qui est sorti fin 2024 qui raconte justement l'histoire d'un cardinal qui est chargé d'orchestrer l'élection de ce nouveau pape, et pour dire vraiment que ça a cartonné aux États-Unis sur Prime Video notamment, plus 283% de hausse en termes d'audience, donc 6,9 millions par exemple de minutes de visionnage contre 1,5 million. On a notre film aussi qui cartonne, Les Deux Papes. C'est un drame qui est disponible sur Netflix et qui a quadruplé son nombre de vues en 24 heures, passant à 1,5 million de minutes visionnées. Alors en France, pour l'instant, Conclave n'est pas disponible sur les plateformes. Vous pouvez toutefois l'avoir en achat sur Prime ou sur Canal+. Sinon, pour marquer le coup, UGC va le proposer dans les salles. Ce sera le 24 et le 28 avril prochain. Et puis Les Deux Papes, c'est accessible sur Netflix notamment. Et ça, c'est chez nous, c'est en France, pour se faire une session cinéma et tout comprendre. Merci beaucoup Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Rien n'était dit, jamais, mais rien non plus n'était entièrement caché. C'est-à-dire que vos parents qui ont survécu, alors votre mère qui était avec vous à Bergen-Belsen, puisqu'elle accouche à Bergen-Belsen, a survécu elle aussi. Votre père, lui, était également interné, il survit. Vous vous retrouvez après la guerre et vous grandissez. Alors, c'est pas un silence complet, mais... C'était un silence dans la mesure où on ne me parlait pas à moi parce que j'étais une petite fille. Je pouvais entendre des bribes de phrases et d'histoires à travers la cloison qui séparait justement la chambre à coucher de la salle à manger. Au début, ce n'est pas des histoires que vous entendez la nuit. Non, c'était d'abord des pleurs, des cris, des gémissements et des listes de noms de personnes inconnues. Parce que pour moi, toutes ces personnes représentaient des fantômes. Je ne les connaissais pas. Et au fur et à mesure du temps, en grandissant, et vu les contacts qu'on avait avec des personnes autres qui venaient aussi de déportation, j'ai pu faire quelques recoupements. J'ai été... Je ne sais pas par quel bout le prendre parce qu'il y a tellement d'éléments. En fait, quand j'ai eu l'âge de 5-6 ans, j'ai découvert que j'avais eu un frère qui était né avant moi. Et ça, personne ne m'en avait parlé. Alors, personne ne vous en a parlé, mais on ne vous le cache pas non plus. On vous l'annonce à un moment donné. Peut-être vos parents estiment-ils que vous avez l'âge. Non, même pas. Non, c'était même pas comme ça. C'est lors d'un repas. Ma mère, je ne sais pas, a eu une vision. Elle a revu la scène pendant laquelle on lui a arraché son enfant des bras. Et c'est là où j'ai appris que j'avais eu un frère avant. Vous collaborez donc, vous l'avez dit, dans le cadre de votre expérimentation depuis 3 ans avec Fanny Landau et Camille Terrier, ces 2 chercheuses. Les objectifs pédagogiques du projet Iota, ils répondent aujourd'hui à des besoins qui sont ceux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est d'accord. Fait d'ailleurs en collaboration avec eux. Tout à fait, je dirais même des enjeux sociétaux, puisqu'il y a vraiment un vrai combo sur Iota. Il y a des compétences numériques, effectivement, qui sont au cœur aujourd'hui des programmes scolaires en France depuis 2016. Et ça, c'est vraiment un pas par rapport à d'autres pays où ça n'a pas encore été intégré officiellement au quotidien à l'école. Ouais. Puisque, Lisa en parlera tout à l'heure, mais à la maison, malheureusement, tous les élèves, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Non, donc cette éducation numérique, elle doit avoir lieu à l'école. Le projet Iota, en plus, est gratuit, donc accessible à tous les enseignants en France qui le souhaitent. Donc, ces compétences numériques-là sont
au cœur finalement d'une problématique sociétale qui est savoir utiliser les technologies à bon escient et pas se laisser enfermer finalement dans des bulles, parce que mine de rien, on parle beaucoup de choses type réseaux sociaux, mais qui ont plutôt tendance à enfermer les gens dans une bulle, plutôt que de les ouvrir à la société, malheureusement. Et donc ces compétences-là numériques sont fondamentales, mais combinées finalement à l'apprentissage de la collaboration entre élèves, c'est primordial. Et l'école du futur, pour moi, c'est ça, c'est cette combinaison finalement d'apprendre à développer sa propre autonomie à travers les outils numériques et apprendre à apprendre tous ensemble. Il y a aussi l'étape en blanc. En quoi ça consiste ? Alors l'étape en blanc, je voudrais juste revenir sur la jeunesse pour expliquer le pourquoi finalement, parce que c'est une question, l'étape en blanc, on va être à la 4e année cette année, et c'est une réflexion post-Covid. On s'est dit, ok, on est partenaire du Tour, on est partenaire du maillot blanc, nous on n'a pas un gros impact sur le résultat sportif. Comment Chris peut traduire finalement cet engagement auprès de la jeunesse ? Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché. Donc c'est quoi l'étape en blanc ? On s'est rapproché d'une association qui s'appelle l'AFEV, l'association de Fondation des étudiants pour la ville, qui est une association formidable, dont le directeur général d'ailleurs vient de recevoir la Légion d'honneur pour vous dire de son engagement depuis 30 ans. L'AFEV, en fait, et c'est également l'occasion d'interpeller vos étudiants. On en a parlé dans cette émission. Vous en avez parlé déjà. Donc c'est du mentorat. Voilà. Des jeunes étudiants donnent de leur temps, au moins 2 heures par semaine, pour aider un écolier, un collégien, un lycéen, et pour lui proposer de le remettre en confiance. Tout simplement. Je crois que c'est comme ça qu'en fait Christophe Paris définit la mission de la FEV. C'est du scolaire, mais pas que. C'est du culturel, c'est du partage, c'est de sortir de son quartier, etc. Et on aime cette idée-là, vraiment. Et quand on sait que finalement l'échec scolaire commence, c'est là où on a fait le lien avec notre métier, commence même quelquefois avec des problèmes de yeux. Quand on voit pas grand-chose au premier rang et qu'on est derrière et qu'on n'arrive plus à suivre, on s'est dit ça nous ressemble pas mal, cette vocation. Florence Schulman, dans ce très beau livre, L'oiseau de Bergen-Belsen, qui vient de sortir chez Grasset, que vous avez écrit avec la complicité de Géraldine Maignan, vous décrivez une enfance de petite fille modèle, à base de bonne fréquentation, de cours de piano, de cours de danse, de cours de tennis. Je vous cite, en robe et souliers neufs, j'étais la preuve qu'ils avaient réussi à survivre, que la page était tournée. Je n'ai pas cherché à me soustraire à ce mensonge. Oui, si vous voulez, je me devais d'être l'enfant parfaite. C'est ça. Mais c'est un poids terrible. Hein. Mais c'était un poids terrible, mais je sentais la détresse de mes parents. Donc je ne voulais pas rajouter à leur détresse des problèmes que j'aurais pu leur porter. Donc j'essayais d'être bon élève, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça, il faut quand même le reconnaître. J'avais de bonnes fréquentations, des copines où on se réunissait souvent à l'époque pour des anniversaires. Vous vous conformez en quelque sorte mais je voulais à cet idéal. En réalité, je voulais absolument me fondre dans la société dans laquelle je vivais et ne pas être une personne autre et différente. Qui est la société française, puisque vous êtes à Paris après-guerre, je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent. C'est une pression absolument terrible. Bien plus tard, la recherche, vous l'écrivez aussi, montre la fonction réparatrice des enfants pour les familles de déportés. Pas forcément seulement d'enfants qui seraient nés comme vous en déportation à Bergen-Belsen, mais les enfants vont être chargés d'une mission de réparation. C'était mon cas, moi. Je me sentais obligée de plaire à mes parents et de plaire aussi à l'entourage, parce que je n'étais pas considérée par les amis de mes parents. Quand j'étais petite, ils me regardaient et puis ils me disaient « c'est elle qui est née dans le lager ». Le lager, c'est le camp en allemand. Vous l'avez dit aussi, le projet Iota, il est basé sur l'apprentissage entre pairs. Qu'est-ce que ça apporte, cette méthode-là ? On pourrait imaginer, puisque ça touche principalement les élèves, mais on pourrait dire aussi que l'apprentissage entre pairs, il pourrait concerner ces enseignants qui ont un peu de mal à se lancer, peut-être. Eh bien, exactement. Cette année, justement, la nouveauté, une des nombreuses nouveautés sur Iota, c'est un forum de collaboration entre enseignants. Parce qu'on a envie que cette communauté ait aussi, il y ait de l'émulation entre les profs et qu'ils puissent apporter aussi plein de bonnes pratiques entre eux. Et ils le faisaient déjà avant,
mais là, on leur fournit du coup une plateforme et un forum d'échange pour développer aussi cet apprentissage entre enseignants, et ça, c'est génial. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on collabore? On apprend énormément de choses, parce que peu importe notre âge, peu importe le genre, peu importe notre background, on s'apporte tous mutuellement des choses. Et c'est ça qui est fort sur Yota, c'est que les élèves finalement s'évaluent entre eux, même s'il y a plusieurs niveaux dans la classe. Par exemple, s'il y a des CE2 et des CM2, bah oui, un CE2 peut tout à fait aider un CM2, peu importe sa progression sur Yota, peu importe ses connaissances ou ses compétences, il peut aider son camarade en apprenant à communiquer, à s'écouter, à expliquer finalement son point de vue, à comprendre que l'autre, il a quelque chose aussi de différent à apporter. Vous avez un programme qui s'appelle Savoir rouler à vélo. Alors, ce n'est pas notre programme, c'est un programme gouvernemental, mais on est membre fondateur. On l'accompagne. On considère que le Tour a une mission aussi de promouvoir la cyclabilité au quotidien. Et cette cyclabilité commence par l'apprentissage du vélo. Donc, depuis 2018, on fait en sorte d'accompagner la jeunesse, aussi bien avant le Tour de France, pendant le Tour de France et après. On a différentes opérations fortes. Par exemple, depuis 2018, c'est plus de 500 000 enfants qui ont été accompagnés à la mobilité à vélo, notamment autour du savoir rouler à vélo. On a un partenariat de mécénat avec la Fédération française de cyclisme pour l'aider à développer ce savoir rouler à vélo auprès des enfants. Sur nos fan parks, on organise ce qui s'appelle les ateliers du Tour pour accompagner les enfants, les familles notamment en marge des étapes du Tour, à apprendre à monter sur une bicyclette, mais aussi d'autres enjeux comme la sécurité routière, comme la réparation, des choses comme ça. C'est un programme qui se veut inclusif, mais dans quelle mesure il est inclusif? Inclusif, puisqu'on travaille aussi avec les collectivités pour cibler des quartiers prioritaires, pour accueillir en lien avec des associations comme le Secours populaire, des populations qui n'ont pas forcément cet accès au vélo. On a un programme aussi inclusif autour du savoir rouler au-delà du savoir rouler à vélo. On offre des vélos. On offre des vélos à des gens à des jeunes qui n'en ont pas forcément au quotidien et qui ne savent pas en faire. Donc on a offert plus de 5000 vélos depuis qu'on a lancé ce programme-là. En France, essentiellement avec le Secours populaire, sur des quartiers défavorisés, des populations défavorisées, avec la Fondation Anaïs également sur des populations handicapées, et à l'étranger avec une association africaine qui s'appelle Kubeka, qui permet à des jeunes sud-africains pour l'essentiel de se rendre à vélo de leur domicile jusqu'à leur école, puisqu'ils ont un problème de distance entre où ils vivent et leur école. Il y a des endroits assez éloignés où les écoles sont assez éloignées. Le vélo permet de s'émanciper et donc d'avoir accès. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Edmond, Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction, Guillaume Buan avec nous aujourd'hui. Vous revenez bientôt, cher Guillaume? Oui, la semaine prochaine, on se retrouvera. Eh bien voilà, c'est noté. Merci à vous tous, bonne soirée, on se retrouve demain, ciao.